BFM Business, le focus de Tech & Co. Allez, on parle du mail ce soir qui a 45 ans. En ce début 2016, on en parle avec la présidente de DocaPost, la filiale du groupe La Poste, Muriel Barnéo. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue en Tech & Co. Bonsoir aussi à Benoît Thiolin, président du Conseil national du numérique. Bonsoir. Bienvenue Benoît. Donc le CNN, on rappelle des avis, des recommandations sur tout ce qui est question relative à l'impact du digital sur l'économie, la société en général. Ouais. Et puis Mickaël Dandrieux qui nous accompagne aussi pendant cette demi-heure. Vous êtes sociologue, fondateur du cabinet Eranos, et vous avez arrêté il y a quoi, 2-3 ans maintenant de cela, c'est ça, 2 ans et demi. du jour au lendemain, les mails. En 3 semaines. En 3 semaines. Ah quand même, ça a pris 3 semaines. Ouais. 3 semaines de sevrage. Exactement. Non mais c'est ça. C'est plus rapide que la clope quand même. Ça dépend. Je fumais pas donc j'avais pas de référence. Et oui c'est ça. Qu'est-ce qui vous a pris un jour, pourquoi vous avez arrêté comme ça? Je donnais une série de conférences à cette époque-là auprès plutôt des grandes entreprises sur comment est-ce qu'on fait pour habiter une entreprise, est-ce qu'on est bien dans son travail. Et je demandais souvent qu'est-ce qui fait que quand vous rentrez chez vous, vous avez l'impression d'avoir passé une bonne journée, vous avez fait un truc bien. Et j'entendais souvent quand j'ai plus de mails dans ma boîte aux lettres. C'est vrai. Donc il y a ce petit bouton rouge qui clignote et il y a un sentiment de satisfaction. On a fait un truc qui a plus rien. C'était le BlackBerry, ça, c'est plus trop le cas C'était maintenant. sur les Mac, il y a ce petit truc rouge, etc. Il y a une obsession pour ce truc rouge avec ce chiffre qui doit décroître. Et c'est comme un jeu, réellement. Il y a un jeu, il faut décroître le truc, ça monte, ça descend. Donc on joue contre le monde. Le monde gagne toujours, on le sait. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe si on se désolidarise de ça? Et puis je me suis regardé faire. Je me suis rendu compte que je jouais le même jeu. J'ai tenté le coup. Expérience un peu sociale, ça marche. Et comment on fait pour vous joindre alors? Un petit SMS Tout, bah alors là, je suis là déjà. Tout sauf le mail. Vous me trouvez là. Ouais. Non, je suis rien. Le téléphone, ça rend accès à ou la présence ou la parole. Les échanges sont plus clairs. Et puis il y a un truc, quand on envoie un mail, on a ce désir extraordinaire de donner une tâche à quelqu'un et de le laisser dans un temps qui est le sien, répondre à la tâche. En réalité, nous, quand on le reçoit, on a l'impression que le mail est chargé d'une grande tâche, qu'on doit accomplir quelque chose d'important. Donc on se trouve enseveli sous ces tâches-là. Quand on appelle quelqu'un, on règle le problème tous les deux parce qu'on veut passer à autre chose. Donc il n'y a pas de patate chaude. Ce qui fait que tout est réglé plus vite et les problèmes sont plus humains, plus immédiats. Ça ne veut pas dire que le mail est mauvais, ça veut juste dire que les pratiques et les usages d'une certaine partie de la population, d'une certaine technologie, peuvent amener à des dérives. Bon, en tout cas, vous, ça a été radical. Ça reste assez rare quand même. Hein. Vous êtes pas... Non, pas spécialement. Non, vous en connaissez autour de vous? Oui, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils utilisent le mail et puis ils ont 4000 mails non lus et ils y répondent pas forcément. Ouais. Voilà. Avec nous aussi ce soir, Pascal Salama, avec moi donc pour bfmbusiness.com. Pascal, il y a quand même quelques boîtes, pas beaucoup là encore, mais quelques boîtes qui testent ou qui proposent des choses là, depuis quelques années. Il y a des entreprises, bien sûr, qui se sont rendues compte que le mail était addictif et surtout qu'il était chronophage. Il faut se rappeler quand même qu'aujourd'hui, dans les entreprises, on arrive le matin, on a une boîte mail de 50, 100 messages selon, voire plus pour certains, qu'auparavant, il y avait une personne qui gérait le courrier, qui nous distribuait le courrier, que celui qui, la pub, on l'achetait directement. Le mail, non. Tous les matins, tout le monde prend une bonne dizaine de minutes, voire un peu plus, voire un peu moins selon, pour se débarrasser de ces mails. On se rend compte de quoi dans certaines entreprises? Que tout ça, c'est chronophage, que les gens ne discutent plus. Il y a par exemple Price Ministère, qui s'est rendu compte que ses salariés, qui étaient l'un face à l'autre, s'envoyaient des mails pour communiquer. Les gens ne parlaient plus. Qu'est-ce que chez Atos, il y a eu un autre truc. Ils se sont rendus compte que les salariés continuaient justement sur ce que disait Mickaël il y a un instant. Le soir, ils continuaient d'éponger leurs mails. Enfin, la tâche sans fin. C'est vraiment le truc, c'est antique, c'est de la mythologie. Tous les soirs, ils épongeaient leur boîte aux lettres pour essayer. Tous les matins, bien sûr, ça repartait. Et le lendemain soir, pareil, etc. Donc, ils ont demandé l'interdiction de consulter ces mails professionnels. Ils fermaient les mails professionnels après une certaine heure, le week-end, pour laisser un peu les gens respirer. En attendant, le mail, c'est quand même 200 milliards de mails échangés par jour. 100 milliards professionnels, 100 milliards grand public. On s'est toujours dit, oui, le mail va un peu baisser, il va y avoir les forums, il va y avoir les blogs, il va y avoir les réseaux sociaux, toutes les applications. Le mail, hein, il continue d'augmenter de 3% chaque année, bon an, mal an. Ça continue, ça s'installe. Alors le mail, c'est quelque chose quand même qui est extraordinaire. Dans les technologies, on a toujours une impression que tout existe, on perd la notion de temps. Tout existe depuis toujours. J'entends des gens dire oh, l'iPhone, ça existe depuis... Non, l'iPhone, c'est 2007. Ouais. Le mail, c'est depuis 45 ans. C'est peut-être la seule technologie qui s'est installée tranquillement, qui a réussi à passer les étapes de l'informatique, du numérique, du smartphone, de la tablette. Et on retrouve tout le temps le mail, quelque part. Et à part Mickaël, on en a tous un peu besoin. Muriel, on continuera à envoyer des mails dans 10 ans? Des mails pro, des mails perso? Moi, je ne sais pas parce que mes jeunes enfants, ados,
si je veux les joindre, c'est pas par mail. Ouais, pareil. C'est mort. Ils vont Donc, mettre 2 jours à vous répondre, quoi. Oui. Ah non, et j'ai même intérêt pas. à envoyer un SMS leur disant je t'ai envoyé un mail, si tu veux bien le consulter, ça me rassurera. Ou à les appeler. Je suis pas certaine que cette génération-là, enfin on sait peu, mais utilisera ça comme on l'a utilisé. Dans les faits, c'est vrai, et c'est ce qu'Atos a fait, c'est assez peu un outil collaboratif. C'est un outil qui est un outil d'aller-retour, mais quand il s'agit de travailler ensemble, ça n'est pas le meilleur outil. Mais nous, je pense qu'on sera la génération mail, malgré tout. Dans les conseils, c'est fait. dans les conseils récurrents, Benoît, on dit souvent, quand vous êtes à 5-10 mails sur le même échange, là, il vaut mieux s'appeler ou se voir, prendre un café, quoi. C'est que les retours, Mais je crois que le mail est une très vieille dame, peut-être une des premières d'ailleurs, qui a émergé dans les communautés informatiques. Je pense au Well, enfin, vraiment dans cette gestation assez incroyable. Pour le numérique, 45 ans, c'est un dinosaure, mais dans l'absolu, 45 Absolument. ans, Et ce qu'il faut voir quand même, c'est l'effet que ce mail a provoqué dans les organisations et dans les entreprises il n'y a pas si longtemps que ça. Moi, on parle du début des années 90. Quel a été l'effet du mail? Je voudrais prendre sa défense un peu parce que là, on l'envoie à la retraite un peu rapidement. Je vous dirai ensuite moi ce que j'ai fait dans mon entreprise. Mais le mail a été le levier de la dérégulation de la circulation d'informations dans les entreprises. C'est-à-dire qu'au début, vous mettez le mail dans une organisation hiérarchique dans laquelle, au fond, il y a un process très complexe de circulation de l'information. Vous parlez pas à votre PDG comme ça. Tout d'un coup, vous mettez le mail. Et tout d'un coup, l'organisation de l'entreprise est complètement bouleversée et complètement disruptée. Et ça a été absolument génial. Le problème, c'est que ce mail disrupteur des origines, eh bien, en fait, c'est devenu une trappe à productivité. C'est-à-dire que vous envoyez un mail, vous en recevez 2. Pour être sûr que vous vous couvrez dans tous les sens, vous mettez des tas de gens en copie. Et donc, en fait, vous faites exploser et à un moment donné, vous avez une inflation. Et en fait, c'est ça. Le mail a été victime de son succès. Et depuis, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Je pense que le mail doit être replacé en fait sur ce qu'il fait bien et exclu de ce qu'il fait extrêmement mal. Et on a commencé à le dire. Le mail est un outil catastrophique d'organisation du temps de travail et de gestion de projet. Faut le virer. C'est ce qu'a fait Thierry Breton quand il a dit on supprime le mail. En fait, si vous regardez bien, quand il dit 3 ans et puis il a dit on va faire un réseau interne, un réseau social. Oui, mais c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que alors ensuite ça marche plus ou moins bien. Il n'est pas à zéro. Mais il n'est pas à zéro. C'est-à-dire qu'en fait le mail comme outil de discussion interne à une entreprise, je pense que c'est une catastrophe. Moi, j'ai utilisé plein de trucs, des réseaux sociaux. Là, en ce moment, on teste depuis maintenant longtemps. D'ailleurs, on fait plus que le tester. On a utilisé un Slack, par exemple. Mais moi, j'ai supprimé 50% de mes mails. 50% de mes mails. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte qu'il y a d'autres outils. Et puis, je rejoins Mickaël, il y a aussi des tas de moments. En fait, on se dit, en fait, plutôt que d'envoyer un mail, je devrais juste me lever de mon bureau, aller voir la personne, prendre un café, et c'est peut-être mieux. C'est ça le sujet en fait, c'est comment est-ce qu'on replace le mail là où il reste extrêmement intéressant. C'est un outil quand même extrêmement puissant de contact vis-à-vis de l'extérieur dans les entreprises. Quand on dit on le supprime en interne, on le supprime pas comme outil quand même générique et universel de relation avec l'extérieur. En revanche, comme outil interne, aujourd'hui, il est pulvérisé par des tas d'autres outils ou plateformes qui sont bien plus efficaces. Mais il faudrait mettre, Mickaël, dans quelques années, comme l'alcool, avec modération. Comme charte, quand on rentre comme ça dans la boîte. Pour faire mieux, il faut proposer une alternative immédiatement, un truc de l'eau, du lait, quelque chose. Et c'est exactement ce qu'a fait Atos en reprenant Wikiwi à l'époque. Mais moi, je rejoins exactement ce que vous disiez, c'est-à-dire la technologie en elle-même, elle est neutre. C'est les usages qui débordent. Or, notre génération aborde le mail avec la question de relations dans lesquelles on entre et on sort. On a envie de dire bonjour, on a envie de dire au revoir, forme de cordialité, etc., signature. Et on est offusqué quand quelqu'un nous envoie un mail en disant tu trouveras le truc dans tel endroit. Pas bonjour, pas au revoir. Mais ce que font les générations un peu plus jeunes, et moi j'essaie de suivre un peu ça, c'est d'entrer dans des relations dans lesquelles il y a une continuité. Il n'y a pas de discontinuité, il n'y a pas de coupure. Donc, ni bonjour, ni au revoir, je t'envoie un message, je te réponds, etc. Pour ces usages-là, le mail ne fonctionne pas. De la même manière, lorsqu'on a une demande à l'intérieur du cadre d'un projet à quelqu'un qui sait très bien bonjour, je t'ai vu ce matin, etc., un outil comme Slack, comme Trello, etc., fonctionne beaucoup mieux. Aussi pour d'autres raisons, parce qu'il centralise de l'information à l'intérieur de laquelle on peut faire rentrer des acteurs tiers qui sont exclus d'une conversation de mail qui est de l'ordre de l'intimité. On a construit le mail sur le principe épistolaire. Je t'envoie un message, tu m'envoies un message, on est tous les deux entre deux. Puis parfois, on peut faire rentrer des gens. Dès qu'on déborde de ça, notamment dans la question du travail collaboratif, on a une espèce d'aspirateur à temps. L'exemple épistolaire pour une filiale de la Poste, c'est pas. Mais en fait, je rejoins ce que dit Benoît. Il a été aux avant-postes, ce mail, ou à l'avant-garde d'un changement quand même complet de mode de communication entre les gens, entre les acteurs économiques. Et la Poste a été, c'est vrai, une des plus impactées et à l'avant-garde du choc. On en a fait, au fond, une réflexion autour de c'est quoi notre métier ?
au fond. Et notre métier, c'est la confiance. Hein. C'est ce que les Français nous ont confié tous les jours, parce qu'on est présent tous les jours, parce qu'on est partout tous les jours, parce que nous sommes neutres, et la pérennité, la neutralité dans l'univers du numérique et du digital, c'est extrêmement important. Donc d'abord des acteurs économiques, les entreprises, c'est comme ça qu'est né DocaPost en fait, hein, de la gestion de dossiers, de pièces précieuses attachées à des mails ou pas, mais en tout cas dématérialisées dans un univers hybride. Et aujourd'hui, on a des propositions qui touchent tout le monde pour être l'acteur qui nous aide tous les jours à conserver des documents qui sont attachés. Le coffre-fort numérique, archivage électronique. Exactement. Ça, il faut expliquer. Tout le monde le sait pas forcément. Oui, c'est vrai. Ça pèse des centaines de millions d'euros. Ça pèse quelques centaines de millions d'euros. C'est, je pense, moi, quelque chose qui va maintenant être un vrai sujet. La confiance dans le numérique, la confiance dans celui à qui je confie des pièces importantes pour moi, mes bulletins de salaire, des documents de santé. Vous voyez, toutes ces choses qu'on a pu vivre jusqu'à maintenant des sous une forme papier et qui sont importantes quand on se pose la question de à qui je confie ça. Voilà. Et nous avons monté un coffre-fort numérique qui s'appelle DigiPost. Si vous ne l'avez pas, je vous le conseille chaudement. Vous le trouverez sur tous les stores. Il est très intéressant, il est très efficace. C'est un assistant personnel. C'est donc, en gros, il est gratuit. Jusqu'à quel Il est gratuit jusqu'à 20 gigas. Donc vous imaginez, vous avez la place. Et puis c'est surtout la fin de toutes vos boîtes carton, de tout ce que vous savez pas forcément où ranger à la maison. Et pour revenir à nos jeunes adolescents, pour parler de mon cas précis, c'est quelque chose qui est inimaginable pour ces jeunes-là que de classer des documents papier. Et je leur ai ouvert un DigiPost Pass. J'espère que vous en aurez un très vite, bientôt. C'est bien sa pub. Hein. Pascal. Oui, je suis d'accord avec vous, le mail va pas disparaître, mais est-ce que ça va pas devenir une espèce de boîte aux lettres administrative et remplie de prospectus publicitaires est-ce que ça va pas finir comme ça? Là, on voit cette semaine, il y a Pôle emploi, ça y est, qui propose maintenant aux demandeurs d'emploi de communiquer par mail avec les agents. Est-ce que ça ne risque pas de devenir un truc très décourageant? Moi, je pense que il faut revenir à la vertu du mail. C'est un outil universel et simple. Donc ça a quand même un certain mérite. Efficace. Et oui, et ça a des défauts de sa simplicité. C'est-à-dire que quand on essaie de gérer un projet complexe, il y a forcément des outils aujourd'hui 1000 fois plus efficaces. Mais à un moment donné, on se pose quand même la question de savoir comment est-ce qu'on forme des gens qui n'ont pas forcément les pratiques les plus sophistiquées du numérique. Ça a le mérite d'être simple. Donc il faut pas, à mon avis, on va pas le jeter comme ça, le mail. C'est un certain nombre d'usages du mail, en fait, qu'il faut complètement proscrire. Et on a tous été confrontés à quasiment se déclarer en banqueroute de mail. Ouais. Moi, quand j'ouvre mon mail, j'en vois 7 ou 8 000 et j'ai le vertige. Mais vous voyez, il y a eu aussi du coup un changement de conception du mail. Il y a 5 ans, vous envoyez un mail, vous disiez en gros, c'est un problème de récepteur. C'est-à-dire que je l'ai envoyé, je m'en suis débarrassé, à lui de traiter. Aujourd'hui, c'est plus du tout comme ça. C'est un problème d'émetteur. C'est-à-dire que tant que la personne ne vous a pas répondu, en réalité, vous n'êtes pas sûr que le mail a été lu. Et vous voyez qu'en fait, c'est un vrai changement. Et donc, je pense que ça va rester une boîte aux lettres universelle, un outil très très simple. Ça a été en fait le premier outil numérique grand public qui soit diffusé comme ça aussi fortement. Et donc, ça reste quand même un atout génial. Et puis, il y en a un deuxième, on parle un peu techno quand même ici. Il faut voir une autre vertu du mail qu'on va peut-être découvrir, c'est que c'est un protocole d'échange ouvert. Alors, il a ses faiblesses, il est piratable, il vous fait rentrer des tas de virus, enfin là, c'est évidemment problématique. Mais en même temps, il se passe de plateforme. Vous êtes sur Hotmail, tu es sur Gmail, non, tu l'es plus, vous êtes sur Gmail, ou la Poste.net, voilà, comme nous tous au fond. Eh bien, on n'est pas sur les mêmes plateformes, on n'a pas les mêmes, mais pourtant, on arrive. Peuvent échanger. Mais on se parle. Essayez de faire dialoguer Viadeo avec LinkedIn, vous allez avoir des problèmes. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que c'est un vieil outil, mais c'est un outil qui s'est installé sans plateforme centralisée. Donc on est vraiment dans les origines de l'Internet, un Internet complètement horizontal, complètement distribué. Je suis pas sûr que ces idées de protocole ouvert soient complètement à reléguer aux oubliettes de l'histoire du web, et je pense que ça va finir même par revenir. On verra aussi qu'il y a des inconvénients aux grandes plateformes, même si évidemment elles ont plein d'avantages. Là, tu es là, le patron du CLN est avec nous ce soir pour DocaPost, Muriel Barniou et le sociologue Michael Dandrieux. Vous restez avec nous. Pascal Samama aussi de bfmbusiness.com m'accompagne, et vos questions, on les prend juste après la pause sur le hashtag TechCo comme tous les soirs. C'est sur Twitter, même si Twitter a vécu un gros bug. Ça semble remarcher ce soir. TechCo, TECHCO, à tout de suite. BFM Business et 01net.com présentent Tech & Co.
Le grand live du numérique avec Sébastien Poineau. Et le mail qui fêtait il y a quelques jours, c'est 45 ans. On en parle avec le sociologue Michael Landrieux, avec la présidente de DocaPost, avec le président du CNN, le Conseil national du numérique, et Pascal Samama de BFM qui m'accompagne. Vos questions peut-être sur Twitter d'abord. Vincent qui nous dit, les jeunes, on parlait des jeunes tout à l'heure avant la pause, ceux qui ont 15-20 ans aujourd'hui, dès qu'ils vont retrouver ou rechercher un emploi ou faire leur premier achat sur Internet avec leur propre carte bleue, ils vont devoir donner leur mail. Ils sont créés s'ils ne l'ont pas. Donc en fait, c'est parce qu'ils sont jeunes, qu'ils sont pas utilisateurs du mail, pas parce que c'est la nouvelle génération et qu'ils sont passés à autre chose. Aujourd'hui, la moitié des inscriptions qui sont sur des plateformes, elles passent par un identifiant, et cet identifiant, souvent le plus simple, c'est un mail. Donc voilà, faut pas complètement l'exclure. Il y a des tas d'usages très différents, et en l'occurrence, c'en est un qui, à mon avis, va continuer d'exister. Alors c'est vrai que par contre, les jeunes entre eux, ils sont en général sur Facebook pour échanger avec leurs parents, parce que ça fait longtemps qu'ils sont plus tellement sur Facebook pour échanger avec eux. Ils ont d'autres plateformes. Ça, on voit qu'il y a une succession comme ça d'usages qui sont très différents selon les générations, et qui est extrêmement intéressant de suivre. Mais de la même manière que la radio n'a pas supprimé la presse, que la télé n'a pas supprimé la radio, je pourrais vous dire un peu la même chose. C'est-à-dire que les réseaux sociaux suppriment un usage du mail, les outils de gestion de projet dans les entreprises suppriment un autre usage du mail, mais il reste quand même, à mon avis, sa plasticité, sa souplesse et sa simplicité en font encore un outil, malgré tout, extrêmement intéressant. Pascal, on n'assistera donc pas à la mort du mail. Du mail, non, pas à 45 ans. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est, et je pose la question à vous trois, comment le mail peut évoluer ? Qu'est-ce qui peut lui apporter ? Quelle fonction il lui manque ? Quel élément il lui manque pour rajeunir un peu, pour redevenir un peu plus dynamique qu'il ne l'est? Ou est-ce qu'il est très bien comme il est? Je crois que le salut du mail, ce que tu disais, c'est très important. C'est un protocole, ça appartient à personne. Le salut du mail vient pas du mail, il vient des technologies qui vont permettre aux gens de rentrer dans des configurations relationnelles auxquelles on n'a pas accès sur le mail. Qu'est-ce qui se passe quand on écrit un mail? On est isolé. On n'est pas sur une plateforme dans laquelle on a d'autres sollicitations. On est dans un lieu qui peut être, on peut prendre du temps. C'est-à-dire qu'on peut écrire quelque chose. Cette relation épistolaire qui est importante. Et quand on n'avait pas de plateforme dans laquelle on pouvait exprimer d'autres choses, un petit message, quelque chose qui allait disparaître, etc., on mettait tout dans le mail. Dès lors que vous avez quelque chose comme Snapchat, qui est un cas très intéressant. Snapchat, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme dans laquelle vous avez du volince. Vous dites quelque chose, ça part. C'est de l'oralité. Vous l'écrivez, mais c'est de l'oralité. Et en plus, c'est pas compromettant, vous partagez des petites images. Ça veut dire qu'on peut pas vous dire tu as dit cette chose, tu es donc cette chose, parce que le truc non seulement est disparu, c'est volatile. En plus, c'est des images et c'est volatile. Donc cet usage va sortir du cadre du mail dans lequel on l'utilisait, parce que écrire un mail c'est compromettant, ça reste, ça a même un poids légal. Donc le salut du mail va venir de technologies et d'usages que ces technologies vont permettre, qui en fait ont été récupérés par le mail et qui ont produit le bruit qu'on connaît et qui l'a rendu... C'est d'ailleurs un sujet, parce que dans ces mails qu'on a utilisés beaucoup pour d'autres fonctions que ce qui est, enfin si on peut parler de fonctions à l'origine, à savoir dialoguer très vite, on s'est retrouvé parfois avec des choses qui étaient blessantes ou des formulations maladroites parce qu'on les relit pas. Et je suis d'accord avec vous, il relève beaucoup plus de l'épistolaire finalement, et donc d'un message que je travaille, et le multicanal dans lequel on arrive aujourd'hui va sans doute le repositionner dans sa fonction, qui est sa fonction de quelque chose d'un peu plus stable, quelque chose qui est écrit et qui est bien rédigé, de manière à diffuser sur un certain nombre d'acteurs, et puis les échanges un peu plus collaboratifs, plus rapides, plus en temps réel, dans des univers de réseaux sociaux, qu'ils soient d'entreprise ou qu'ils soient... C'est vrai qu'il y a que sur le mail où on écrit bien, où on prend le soin toujours de dire bonjour, de nommer la personne, alors qu'on sait à qui on s'adresse. Mais on se relie. Et on se relie, oui, c'est vrai. On relie pas un SMS. Ouais. Alors qu'en fait, on fait des phrases sur un mail. Ça dépend des mails. On écrit un courrier. Un vrai mail, en fait, on le relie. Oui, on tout fait à fait. attention à ce qu'on écrit. Ouais. Moi, je pense que ça fait aussi émerger peut-être ça. C'est peut-être ça qui va peut-être repositionner, peut-être faire évoluer le mail. C'est une forme, au fond, d'écologie informationnelle. C'est-à-dire que je pense que la question que pose le mail, c'est aussi, on doit davantage, si on veut bien en faire un bon usage, qui est au fond l'usage un peu historique du mail, et bien tout simplement c'est de réfléchir à ce que l'on veut dire, comment on va le dire, à qui on va l'envoyer, et au moment où on se pose des tas de questions sur est-ce qu'il y a une empreinte carbone du numérique qui est excessive, et effectivement il y a des vraies questions, mais je pense que réfléchir à un peu plus à quelle est l'information qu'on veut envoyer à quelqu'un, qu'on prenne le temps de réfléchir. C'est parfois beaucoup mieux de réfléchir au mail que vous voyez et vraiment de bien cibler que de faire ce qu'on a trop fait dans les années 2000, qui était en gros de dire le mail, c'est une manière d'arroser d'informations. Et en fait, on se rend compte que arroser d'informations les gens, en fait, c'est inefficace pour le message que vous voulez transmettre. Et je pense que c'est ça
l'évolution du mail, ou peut-être un retour d'ailleurs un peu, ce sera de demain avoir une forme de souci et de conscience d'une écologie de l'information. On réfléchit au type d'information qu'on envoie, et là le mail, à mon avis, peut être un bon outil. Et les entreprises, elles en font un bon usage aujourd'hui ou pas, Muriel, du mail? On se retrouve tous abonnés comme ça à des newsletters, des trucs, on n'a rien demandé. Alors maintenant, en France, avec la loi, la CNIL et tout, on peut souvent se désinscrire. Je dis souvent parce que c'est pas systématique. Oui. Hein. Oui. Parfois, c'est Oui. très compliqué. Alors, bon usage, je sais pas. En tout cas, au sens qualifié, bon ou mauvais. Je pense qu'on a eu aussi les débordements dans l'univers de l'entreprise qu'on peut regretter ou subir dans l'univers privé. Trop d'infos tue l'info aussi, trop de pub tue la pub, et après avoir explosé et être le truc hype qu'il fallait qu'on ait tous, sinon on passait pour les ringards des marques. Aujourd'hui, la notion de surpression ou de surexposition est un vrai sujet, même si le mail en tant qu'élément de recrutement ou de fidélisation de clients reste quelque chose en somme toute très économique, parce qu'il est pas cher, il faut le savoir ça. Néanmoins, les entreprises commencent à être extrêmement prudentes dans la surpression média, comme on le dirait un peu en techno, qu'elles imposent, et du coup le faible succès qu'elles enclenchent derrière. Ça, c'est un vrai... L'équilibre n'est pas facile à trouver. Enfin, quand je vous écoute là, entre se rappeler notre bon souvenir assez régulièrement, mais pas trop pour nous casser les bonbons, et qu'on se dit non, mais cette marque-là, je la supporte plus, quoi. Elle est trop présente. C'est du harcèlement là. Oui, c'est vrai, et en même temps, vous voyez comme quoi il y a des cycles. Les newsletters étaient un outil complètement ringard il y a 5 ou 6 ans. Tout le monde disait, faut arrêter les newsletters, vous en recevez tout, c'est dans votre boîte à spam, etc. Et il y a un renouveau des newsletters. Ça répond un peu à votre question de tout à l'heure. Pourquoi? En réalité, parce qu'il y a des plateformes qui sont mises de manière très démocratique à permettre de faire des très belles newsletters simples, et puis qui marchaient techniquement, parce que le problème aussi pendant longtemps, c'est que on avait des newsletters qui étaient compatibles sur une boîte mail, pas sur une autre, etc. Et les Mailchimp, pour ne pas le citer, ou quelques autres plateformes, en fait, ont donné vraiment une nouvelle jeunesse, au fond, à ce phénomène des newsletters, qu'on voyait comme un truc ringard que plus personne n'ouvrirait. C'est pas vrai. Aujourd'hui, vous avez des tas d'innovations, y compris dans la presse et les médias, qui se refont par mail. Donc, comme quoi, un vieil outil qu'on allait reléguer aux oubliés de l'histoire, finalement, connaît un nouveau succès, mais en changeant quelques petites choses dans ses usages et dans sa forme. Ce qui revient à la qualité du message, Ce qui revient à la qualité du message, en fait, la qualité du contenu, et du coup à l'usage que l'on en fait, et à l'information et à la qualité de l'information qu'on véhicule. Toujours le même sujet. Vous vous rendez compte de tout ce que vous ratez, Mickaël? Oui. Je rappelle, donc il n'y a plus de mail depuis 2 ans et demi. Est-ce que vous allez revenir un jour dans cette communauté ou pas? Reviens, Mickaël. Ça dépend de ce qu'on m'envoie déjà et de ce que je trouve quand j'y retourne. Non, en fait, je rate. Vous avez encore votre code d'accès ou pas? Oui, je me souviens très bien. Il est 1, 2, 3, 4, 5. C'est password. Non, la seule chose que je rate, en fait, j'ai les mêmes newsletters et les mêmes etc. Ils me retrouvent, ils me rattrapent par des voies dérobées. Mes marques préférées me retrouvent. Donc le problème n'est pas anonyme. Exactement, par des personnes, par des machins sur les Facebook. Non, ce que je rate, c'est la dimension de la solennité. C'est-à-dire que comme l'email a été construit avec cette dimension de l'intimité, je vous parle, tu me parles, on s'écrit quelque chose, même les newsletters qui sont un peu blessantes, c'est qu'on se dit c'est pas à moi, seulement à moi qu'il écrit. Alors qu'en réalité, on attend cette dimension de la solennité. Ce qui produit aussi l'anxiété. Quand on a 10 emails qu'on n'a pas lus, on imagine vraiment que la personne a fait exactement ce que tu disais, c'est-à-dire elle a relu son email avant de me l'envoyer à moi, personnellement à moi. Donc il y a un vocatif. Je t'envoie cet email à toi. Et quand on a ces mails, c'est anxiogène de se dire on n'accorde pas assez d'importance à ce que la personne a voulu me dire. Et quand en plus c'est pas le cas, c'est-à-dire que la personne a inondé tout un tas de gens avec des CC, des CCI dont on fait pas partie, on peut pas se désabonner d'une liste de CCI, donc on n'est pas responsable. C'est extrêmement anxiogène. Dans d'autres plateformes beaucoup moins anxiogènes, dans lesquelles on choisit les gens qui vont nous dire tous les réseaux sociaux, on choisit qui va nous envoyer des messages, donc on a filtré, on sait déjà, on peut ne pas répondre, c'est des copains, etc. La seule chose qui change, c'est pas la technique, c'est l'usage. Donc la seule chose que je rate, c'est pas les infos, elle me rattrape ailleurs, c'est la solennité. C'est pas grave de pas avoir de solennité. Le mot de la fin, Benoît Thiolin, pardon, un petit mot sur le mail. On a dit pour vous c'est pas mort. Si les réseaux sociaux vont continuer à cartonner, donc on prend quoi? On prend des parts de marché, on stoppe la croissance, ou non on peut encore gagner 2-3% parce qu'il y a tous les ans plus d'internautes, donc mécaniquement de toute façon. Voilà, plus de services.
Oui, bah, moi je pense quand même que comment dire, la diminution du nombre de mails est une nécessité absolue et l'usage d'autres types d'outils logiciels, notamment je pense dans les organisations et les entreprises, est absolument majeur. C'est devenu une trappe à productivité, il faut pas l'ignorer. Mais en revanche, je pense que ça reste un outil universel et qui est conforme à l'esprit des pionniers de l'internet qui ont voulu faire quelque chose de très simple, d'ouvert et en même temps qui revalorise l'écrit. C'est-à-dire que souvent quand même on parle beaucoup du numérique comme quelque chose qui finalement casse l'intimité, la solennité, etc. Et vous l'avez très bien dit et on l'a un peu discuté là ce soir. C'est que le mail finalement ça ressemble quand même fondamentalement à une lettre dans le monde du numérique. Même et si au le fond, langage SMS, cette lettre simple, eh ben, on peut continuer de l'aimer et de l'utiliser pour un certain nombre d'usages, comme je crois d'ailleurs à la lettre papier. Bon, moins de mails mais plus de qualité donc dans le mail. Merci à tous les quatre ce soir. Celui-là, le CNN, Muriel Barnéou pour DocaPost, Pascal Semama, BFMbusiness.com et Michael Andrieux pour le cabinet Eranos. Vous êtes sociologue. Merci à tous les quatre. Courte pause, 21h33. On se retrouve juste après. On va se retrouver notamment avec les dernières rumeurs autour non pas de l'iPhone mais du prochain Samsung, parce qu'après Samsung sortira son téléphone avant. Ce sera une sorte de 7, donc E7 d'un côté et le 7S peut-être de l'autre. Next Media aussi, la chronique de Simon Tellenbaum et puis Jean-Bernard Cadier qu'on appellera du côté de New York. Jean-Bernard qui va revenir sur un bug dans un thermostat connecté qui appartient à Google, donc ça fait les ordres et qui a foutu pas mal de bazar il y a quelques jours de cela justement à New York. À tout de suite, c'est BFM Business jusqu'à 22h30 Tech & Co comme tous les soirs.